bonsoir, bienvenue. Cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité au sujet. C'est Serge Espoir Matomba que je vous invite à regarder, ainsi que tout. Ce soir, Serge Espoir Matomba descend dans l'arène de la présentation du projet des prétendants à la commune de Douala 4e. Né en septembre 1979, le self-made man, comme il se définit, est un chef d'entreprise dans le civil et jouit d'une expérience occidentale sur laquelle il compte s'appuyer avec d'autres atouts bien sûr pour mettre en œuvre son projet, la rénovation sociale, laquelle passe selon lui par une rénovation de la gestion de la République depuis 36 ans avec un bilan mitigé. Sur ce dernier point, Serge Espoir Matomba croisera sur son chemin Jean-Baptiste Atemengue, fervent militant du RDPC qui lui, à l'opposé, estime que le renouveau a besoin d'un 7e mandat pour poursuivre et voir parachever son projet de prospérité du Cameroun. Ils ont également lu le projet du PUR. Ce sont Sylvain Ndjongo, journaliste à investir au Cameroun et à l'hebdomadaire Essingan, et Bertrand Ouna, en poste à Royal FM. Ils seront donc avec vous, Rodrigue Tonguet, adresser les questions qui s'imposent pour la bonne compréhension du projet que propose Serge Espoir Matomba au peuple camerounais. À présent, place nette au début des hostilités de cet autre épisode de la série sur les projets des prétendants à la présidentielle d'octobre prochain. Et pour cette série dont nous avons le premier secrétaire du PUR sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir M. Tonguet. Bienvenue dans l'arène. Merci. Permettez-moi de dire un bonsoir à tous ceux avec qui je vais partager ce plateau et à tous les millions de téléspectateurs que vous avez pour cette émission. En face de vous, Sylvain Ndjongo, Alain Gisant Kanga le signalait tout à l'heure, Sylvain Ndjongo de Essingan, l'hebdomadaire Essingan et d'Investir au Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Merci de m'avoir invité sur le plateau pour cette nouvelle émission, l'Arène. Bertrand Ouna, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir également aux candidats. Merci pour l'invitation. Nous recevrons dans une demi-heure ou bien tout au plus 3 quarts d'heure Jean-Baptiste Atemengue pour le duel, mais avant, vers le premier quart d'heure, Karen Meza-Tchatchoya pour mes préférences, celles de notre invité de ce soir, Serge Espoir Matomba. Et vers la fin, nous retrouverons une fois de plus Alain Gisant Kanga pour la synthèse. Puisque tout est prêt, le décor campé, nous allons commencer avec les hostilités qu'annonçait Alain Gisant Kanga il y a un instant. C'est tous contre un. Serge Espoir Matomba, rebonsoir. Alors, on a annoncé cette émission comme étant celle qui permettra aux candidats, que vous êtes le candidat investi par le PUR, le 10 juin 2017, il y a plus d'1 an. On ne va pas suivre le canevas habituel parce qu'il s'agit d'un moment sérieux. L'émission prend d'autres formes pour ces occasions-ci pendant les mois de juillet, août et septembre. Nous allons vous permettre de passer au laser le projet que vous proposez aux Camerounais en quelques minutes et nous pourrons réagir à cela. Avant de passer le projet au laser, si vous voulez, permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances à toutes ces familles qui perdent les Camerounais aujourd'hui à cause de cette crise qui pouvait être évitée. J'adresse comme ça les condoléances aux familles des hommes en tenue et même des civils qui sont en train de perdre du sang camerounais qui pouvaient servir à la construction de cette nation. Donc je voudrais ici revenir sur votre question en vous disant que notre projet est construit sur la base d'un travail mené depuis 10 ans. Nous avons parcouru l'étendue du territoire, nous avons touché du doigt les réalités des Camerounais, nous avons discuté avec ceux-là pour pouvoir avoir une offre politique dans laquelle chaque Camerounais pourra se retrouver. Et elle est déclinée en 5 points clés. Le premier point, nous avons une éducation d'excellence. Qu'est-ce que nous mettons dans l'éducation d'excellence? Nous définissons ici un nouveau profil du Camerounais. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du Camerounais, on a toujours l'envie de vous dire, pour que le Cameroun change, il faut changer la mentalité des Camerounais. Parce qu'on a fait tout, alors tout
pour devenir un fonctionnaire. Et pourtant, dans le nouveau profil du Camerounais qui est défini dans notre projet, nous voulons un Camerounais entrepreneur. Nous voulons un Camerounais qui va au-delà de sa capacité, au-delà de sa personne. Nous voulons un Camerounais qui se remet en question, qui est en quête, n'est-ce pas, de dépassement personnel. Voilà le type du Camerounais que nous voulons. C'est pour cette raison qu'il faut redéfinir le nouveau profil du Camerounais pour avoir un Cameroun meilleur. Mais ça, c'est un premier point. Dans le deuxième point, nous avons un cadre de santé préventif et curatif. Qu'est-ce que nous mettons aussi dans ce point? Vous savez, aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est difficile pour plusieurs familles. Je ne voudrais pas revenir sur les cas de Koumateke ou ceux qui meurent pour 2000 francs dans les hôpitaux, mais nous disons que nous devons accorder à tous les Camerounais une assurance maladie. Et certainement, dans les détails, je pourrais vous expliquer comment est-ce que nous allons arriver à ce niveau. Mais il y a aussi la réforme structurelle même de ce que nous appelons nos hôpitaux, que nous devons mener. Améliorer le plateau technique, améliorer les infrastructures pour pouvoir permettre aux Camerounais d'accéder tout simplement aux soins. Ce qui est quelque chose de très normal et très basique. Dans le troisième point, nous avons une sécurité protective. Qu'est-ce que nous mettons dans la sécurité protective? Nous mettons la sécurité alimentaire, nous mettons la sécurité énergétique et nous mettons la sécurité territoriale. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes attaqués de part et d'autre pour parler de la sécurité territoriale. Nous avons nos frères qui estiment qu'ils sont marginalisés, ils ne veulent plus faire partie, n'est-ce pas, de cette grande famille camerounaise et qui veulent tout simplement une séparation. Nous disons aussi, dans notre projet de société, nous devons apporter des réponses précises à cela. Chaque Camerounais doit pouvoir se sentir à l'aise dans cette nation, d'où un accent dans la sécurité du territoire et des biens. Donc, dans le quatrième point de notre projet de société, nous avons une économie souveraine et un cadre d'emploi pour tous. Vous savez, plusieurs économistes vont vous démontrer qu'on commence à avoir une sorte d'indépendance lorsqu'on maîtrise son économie, lorsqu'on maîtrise sa monnaie. Et ici, qu'est-ce que nous mettons? Le Camerounais doit pouvoir consommer les produits camerounais. Ça, c'est la première des choses. Parce que qu'est-ce que nous mettons dans une économie dynamique? C'est la production qui est au-dessus de la consommation, mais une consommation qui est basée sur la production locale. C'est la première des choses. Donc, et là, nous disons, nous devons atteindre une autosuffisance alimentaire au bout de quelques années, parce que dans les 2 premières années, nous allons injecter plus ou moins 2 milliards de francs dans l'agriculture pour solidifier le grenier, parce que les réformes structurelles et constitutionnelles que nous allons mener seront dures pour le Cameroun. Pour cela, nous devons donc avoir une sécurité alimentaire à point. Nous disons que nous allons créer 5 millions d'emplois. Vous voyez, nous avons au Cameroun plusieurs Camerounais qui vous disent nous sommes sans emploi et plusieurs qui vous disent tout simplement nous sommes désœuvrés. Déjà, nous faisons une différence dans cette catégorie de Camerounais. Mais nous disons, nous allons quand même trouver des réponses appropriées à cela. Nous allons, au bout de 5 années, créer 5 millions d'emplois dans plusieurs secteurs. On pourra certainement revenir là-dessus. Et le 5e point, c'est le combat des inégalités. Qu'est-ce que nous mettons dans ce combat? Vous avez le combat des inégalités de sexe, le combat des inégalités de classe et favoriser, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Vous savez, le PURS est l'un des rares partis, ou alors le seul, au Cameroun, qui, dès la construction de ce projet qu'est le PURS, a vite compris qu'il ne fallait pas avoir une section des femmes au sein de notre formation politique, une section des jeunes et une section des vieux. Parce que le simple fait d'avoir cela, c'est une sorte de marginalisation. C'est avoir une section des jeunes, c'est dire non, ils ne sont pas encore capables, ils n'ont pas encore des idées ou ils ne peuvent pas encore agir comme certaines personnes ou alors des personnes ayant de la calvitie ou des cheveux blancs. Et nous avons tout de suite, dans les statuts de notre parti,
éviter, n'est-ce pas, ce genre de choses. Et c'est ce que nous comptons faire, n'est-ce pas, dans la gestion étatique du Cameroun. Parce que ce que nous voulons, c'est que chaque Camerounais puisse se sentir concerné par le développement du Cameroun. Alors, Serge Espoir Matomba, vous annoncez 5 millions d'emplois, vous annoncez d'autres choses. On se demande dans quel délai. Est-ce que tout ça, c'est en 7 ans? Et comment est-ce qu'on trouve l'argent où? Où est-ce qu'on va aller trouver les ressources financières pour mettre en route les projets que vous annoncez? Écoutez, vous devez comprendre que l'équipe des finances du PURS a mené une activité précise là-dessus parce que nous savons dans quelle crise le Cameroun se trouve et on a vite fait de trouver des solutions. Au lendemain de notre prise de pouvoir, ce que nous allons d'abord faire, c'est faire les états généraux des finances. Et vous savez, en faisant les états généraux des finances, ce que nous allons recouvrer déjà en 2 ans, c'est pratiquement 18 000 milliards. Je pourrais entrer dans plusieurs détails. Et dans chaque secteur d'activité, nous savons exactement où trouver les financements pour réaliser les projets que nous avons. Je dis bien chaque secteur d'activité. Dans l'éducation, nous savons où trouver les financements. Je vais vous prendre un exemple simple. Ce que nous ne voulons plus au Cameroun, c'est que les familles puissent continuer à payer l'APE. Nous ne voulons plus cela. L'accès à l'éducation doit être non seulement gratuit, mais obligatoire. Et nous prenons sur nous la charge de dire nous allons financer l'éducation. Mais comment allons-nous réaliser cela? Nous allons instaurer une taxe sur l'impôt domestique, un impôt sur... un nouvel impôt. Nous allons instaurer... alors qu'on se plaint qu'il y en a déjà... Non, attention, attention, laissez-moi poursuivre pour comprendre quel type d'impôt nous allons instaurer. Sur les produits domestiques et sur les produits manufacturés. C'est 2 taxes que nous allons instaurer. Qu'est-ce qu'on appelle produits domestiques ici? On parle de tout ce qui provient de notre sous-sol, on parle de notre bois, on parle de tout ce qui est, n'est-ce pas, produits naturels. C'est cet impôt que nous allons mettre un impôt sur ces produits pour financer l'éducation. Sur les produits manufacturés aussi, qu'est-ce qu'on appelle produits manufacturés ici? Ce sont les produits transformés. Localement. Ça risque pas de paralyser la pas du tout, industrie? Pas du tout, pas du tout. Nous avons du Cameroun. Écoutez, les calculs faits par nos experts financiers au sein du PURS nous démontrent que nous allons plutôt booster l'économie en imposant, n'est-ce pas, une taxe sur ces produits et financer une économie et avoir une qualité, je précise, excellente d'éducation pour des Camerounais qui vont développer le Cameroun. Je vais rebondir par là, vous avez chuté. Vous avez parlé d'imposer les produits domestiques. Vous savez très bien que le tissu industriel du Cameroun est composé majoritairement des entreprises qui sont dans l'informel. 90% de ces entreprises sont dans l'informel. Comment comptez-vous encore imposer quand même des structures qui n'arrivent même pas, parce que lorsqu'on parle d'informel, ils n'arrivent même pas à avoir accès au financement. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de dichotomie, il y a une sorte de paradoxe, voilà? Écoutez, dans un premier temps, nous voulons lutter, ramener l'informel au formel. La plupart d'entreprises qui sont dans l'informel au formel. C'est d'abord une des choses que nous voulons faire. Comment vous allez le faire? Oui, justement, laissez-moi m'expliquer, sinon vous n'allez pas comprendre. Ce que nous allons faire, c'est déjà travailler avec des institutions financières de la place. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les institutions financières de la place n'accompagnent pas les entreprises. Mais non seulement, il y a quelques entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés et ne sont pas accompagnés. Lorsque vous vous rendez dans une banque, vous avez besoin d'un crédit, on vous demande une garantie que vous n'avez pas, qui est difficile à avoir, vous ne parvenez pas à avoir du crédit. Et votre activité ne parvient pas à durer parce que vous allez toujours être en train de fuir, n'est-ce pas, les impôts, et vous réjouissez, n'est-ce pas, d'être dans une situation informelle. Mais ce que nous allons faire, en 2 points, c'est de travailler avec ces institutions financières. Nous allons accorder une garantie souveraine aux entreprises financières, aux banques, si vous voulez, en leur demandant d'accorder du crédit à plusieurs entreprises qui, elles, seront déjà recensées
Parce que la première des choses, pour avoir accès au financement, il faut déjà faire partie du fichier de contribuables. Ça, c'est la première des choses. Pour encourager l'entrepreneuriat, il faudra que les Camerounais comprennent qu'ils doivent être des contributeurs. Et en devenant des contributeurs, l'État a obligation de les accompagner. C'est simple. Les gens sont dans l'informel, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il n'y a pas de méthode d'accompagnement. Mais c'est un peu le modèle de la banque de PME. Voilà, la banque de PME qui est bien installée, qui a du mal à décoller. Il y a l'agence de promotion de la PME. Des PME également. Écoutez, vous savez, les projets sont souvent très bien pensés au Cameroun, mais très mal appliqués. Et en dehors de la mauvaise application, il y a la qualité d'homme qui gère ces projets-là. Vous savez qu'avec le Camerounais que nous avons présentement, il est difficile de pouvoir décoller, d'amener le Cameroun Mais quelle serait la plus-value de ce projet financier-là, qui va appuyer les PME ou bien qui va sortir les entreprises qui sont dans le maquis, qui va les y sortir? Quelle serait la différence avec la banque des PME qui existe en ce moment et qui bégaye dans son démarrage? On est obligé de le constater. Il n'accorde pas suffisamment de crédit. Jusqu'à l'heure, il paraît que ça existe depuis 2 ans. Vous savez, l'activité, lorsqu'on confond la création de la richesse à l'offre d'emploi, ça devient un problème. On dit toujours, nous disons au sein du PURS, c'est le secteur privé qui crée véritablement de la richesse. Et l'État est un régulateur. Lorsque nous disons que nous allons accorder une garantie souveraine à plusieurs banques de la place, après des négociations, c'est parce que l'État ne devrait pas être celui qui, lui, vient juger de qui doit recevoir le crédit. Parce que, vous savez, une des choses que nous allons combattre, c'est le favoritisme. Et en mettant sur pied un institut, ou alors en appuyant un institut comme la Banque des PME, il est clair que, là encore, on va passer à un tri sélectif. Et pourtant, lorsque c'est dans le privé, avec des critères bien définis, les entreprises sont sélectionnées par les projets qu'ils présentent. Et ils sont véritablement accompagnés. Donc, nous allons mettre sur pied un accompagnement pour ces entreprises. Je vais peut-être aller même plus loin en vous disant qu'une des conditions, encore, parce qu'en dehors du financement, il y a des exonérations de taxes sur 3 ans que nous prévoyons pour la plupart d'entreprises qui embaucheront 5 Camerounais. Mais ce n'est pas nouveau, les exonérations au démarrage. Permettez-moi, je précise. La plupart des entreprises qui emploieront 5 Camerounais seront exonérés de certaines taxes durant 3 ans. C'est ce que nous disons. Outre l'accompagnement par des banques et l'accompagnement aussi n'est-ce pas, du climat d'affaires. Oui, mais je note toujours quand même un paradoxe entre vous voulez imposer les entreprises, c'est ce que vous avez dit, vous allez imposer les entreprises qui font dans la production domestique, mais vous dites également, vous parlez également d'exonération. Finalement, on se trouve où? Je peux vous restituer très clairement. Les PME, PMI, les start-up, ce sont elles qui sont... Nous fondons notre développement ou alors le boom économique sur ces entreprises d'abord, pas sur les multinationales. Il faudra que nous soyons clairs. Ce sont elles qui vont d'abord bénéficier de ces exonérations de taxes. Parce qu'il faudra que nous soyons aussi clairs là-dessus. Ce que nous devons prioriser, c'est l'entrepreneuriat camerounais. Ce que nous devons prioriser, c'est l'emploi des Camerounais. Il faudra que nous soyons clairs. Et vous convenez avec moi que ceux qui vont exploiter la plupart de nos ressources naturelles ne sont pas les PME ou les PMI. Il faudra que nous soyons d'accord là-dessus. Donc, ce sont des grosses industries. Et à ce niveau-là, nous disons, nous allons mettre une taxe pour financer l'éducation et pour financer plein d'autres choses dont le Cameroun a besoin. Oui, Serge Espoir Matomba, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous ignorez qu'il y a au niveau pour le problème du Cameroun, sur le plan économique, 2 dimensions. Vous avez le côté informel dont parlait Sylvain, qui a besoin d'être organisé. À ce niveau-là, on ne voit pas très bien comment est-ce que vous allez gérer cela, parce que c'est déjà fait avec la Banque des PME et tout le reste. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un autre gros problème qui concerne les grandes entreprises qui, elles, obéissent à une autre gestion logique, hein, avec certains rapports, parfois un peu contestés avec la direction générale des impôts. Comment vous comptez gérer la superpuissance du GICAM qui, forcément, va influencer
dans la conduite de la politique économique que vous allez mettre en place? Ce qu'il faut dire, c'est que nous serons d'abord, nous aurons un gouvernement d'écoute. Ce qui ne se passe pas présentement, c'est qu'on arrête des projets et on les impose aux Camerounais. Mais ici, il faut discuter avec des structures comme le GICAM. Mais le DSE en vigueur au Cameroun est bien le fruit de nombreuses concertations. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi que ce DSE est un échec total. J'ai parlé ici d'un problème de qualité d'homme qui anime. Et je vais même aller plus loin en vous disant ceci. Ce n'est pas la durée du temps qu'on fait dans un pays en tant que pays indépendant qui développe un pays, mais c'est la qualité des hommes qui anime ce pays-là. Nous pouvons avoir présentement le meilleur programme économique qui, à première vue, développera le Cameroun. Mais avec la qualité d'hommes que nous avons, nous rencontrerons toujours des problèmes. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Vous allez chercher des hommes. C'est pour cette raison que notre projet tire son essence sur la refondation du système éducatif. Parce qu'il faut reconstruire le Camerounais. Attention. Mais est-ce que vous aurez le temps? En 7 ans. Parce que rapidement, il faut... Un mandat, c'est 7 ans, vous allez modifier la Constitution. Il faut relancer un mandat de 25 ans. Oui. Et tout de suite trouver des hommes pour le faire. Est-ce que vous n'allez pas vous mêler les pinceaux? Non, rassurez-vous d'une chose. Nous ne pouvons pas continuer à diriger ou à gouverner un pays en plan d'urgence. On sait qu'il y a des questions urgentes à résoudre, mais nous nous projetons sur du long terme. Si nous sommes toujours en train de courir après la montre, ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas la capacité de gérer et d'implémenter une vision. Il faudra que nous soyons clairs là-dessus. Nous sommes sur du long terme. Nous pensons à un Cameroun qui aura d'ici quelques années 100 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas être en train de nous dire il faut tout simplement que nous bouchons des trous maintenant, parce que c'est le plus important. Non. Mais nous nous projetons. Et dans la projection, qu'est-ce que nous avons? Après une refondation du système éducatif, nous avons un nouveau profil du Camerounais qui est prêt à construire la nation. Mais il faut dire quelque chose de précis. Pour 14 ans. Moi, c'est les délais. Dans la refondation, permettez-moi, dans la refondation, on parle d'un système éducatif inclusif. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais bien sûr, parce qu'on ne parle pas que de l'école. On ne parle pas que de l'école. On parle des formations aussi. On parle de l'éducation de la société. Vous comprenez? C'est facile de comprendre, de voir en ceci, c'est une éducation, ils vont aller sur les bancs. En 7 ans, des gens ne peuvent pas sortir de l'école, mais il ne s'agit pas que de cela. Ah oui, il ne s'agit pas que de cela. Le problème avec ce que vous expliquez, c'est qu'on est enfermé sur le long terme. Or, on a besoin de résultats rapides pour rapidement se relever, parce que de l'avis de tous les experts, on a un problème avec notre économie. C'est vrai qu'elle est diversifiée, mais elle n'est pas suffisamment structurée pour pouvoir supporter les besoins ou les projets dans le court terme. Dans l'immédiat, ce que nous allons faire. Dans l'immédiat, voici ce que nous allons faire. Nous allons injecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2000 milliards dans l'agriculture pour solidifier le grenier. Parce que nous pensons au long terme. Et agir, là-bas, il y a un problème. Permettez-moi. Agir pour le long terme voudrait dire que nous nous rassurons d'abord que les Camerounais n'auront pas faim pendant que nous appliquons les réformes structurelles. Parce que tout ce dont nous parlons, nous devons appliquer des réformes. Elles seront dures. Mais nous devons expliquer au peuple qu'il est nécessaire qu'il participe à cet effort-là. Qu'il participe à cet effort. Et le dire veut dire que le peuple accepte de se prêter, n'est-ce pas, à ce jeu, en disant, je sais que c'est difficile, je sais que cette année encore, ce n'est pas trop demandé. Vous savez, nous sommes en train de passer pratiquement 36 ans, je ne voudrais pas revenir sur le bilan, dans lequel le peuple est en train de souffrir et mourir. Mais ce que nous disons, les réformes seront dures. Mais pour cela, qu'est-ce que nous faisons en 7 ans? Nous essayons, dans des choses simples, de solidifier le grenier pour que les Camerounais n'aient pas faim. Nous créons 5 millions d'emplois en permettant aux PMI, PME, start-up de recruter un minimum de 5 Camerounais. Là, ça va nous faire plus ou moins 1 million d'entreprises. Nous allons revoir dans le secteur du tourisme ce qu'il faut créer parce que nous avons une économie, nous allons diversifier notre économie. Dans le secteur du tourisme, nous avons près de 548 000 sites touristiques non viabilisés au Cameroun. Vous savez,
nous pouvons attirer autant de touristes et permettre même au tourisme intérieur, n'est-ce pas, de booster ce secteur-là. Et dans ce secteur, vous savez, nous pouvons créer pratiquement 500 000 emplois. Je vais aller plus loin. Dans le secteur du textile, parce que vous savez, il y a quelques années encore, le textile camerounais représentait un pourcentage énorme dans le PIB camerounais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais il faut développer ce secteur-là. Nous avons des terres, nous avons du coton. Il faut développer cette industrie. Et selon les études faites par nos experts, là encore, nous pouvons créer près de 500 000 emplois. C'est-à-dire, je reviens à la question de départ. Comment on finance ça? C'est d'abord, est-ce que vous avez évalué en termes de mobilisation financière ce qu'il faut pour mettre en route ces réformes? Est-ce que vous avez fait une évaluation? Nous avons une évaluation dont je ne pourrais pas vous donner un chiffre ici pour une simple raison. Approximativement? Oui, je pourrais vous donner des chiffres approximatifs. Je voudrais dire ceci. Vous savez, pour chaque secteur, comme je l'ai dit au départ, nous avons déniché les poches de financement. Tout à l'heure, je vous parlais de la poche de financement de l'éducation. Je vais revenir peut-être à la santé pour vous parler, n'est-ce pas, d'une poche de financement. Comment est-ce que nous pensons accorder aux Camerounais une assurance maladie pour tous et développer ce secteur-là, sans toutefois nous endetter de nouveau. Parce qu'il faut, ce que nous ne voulons plus, c'est endetter le Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire. Au Cameroun, aujourd'hui, vous avez une taxe qui est prélevée par l'État sur chaque billet d'avion à l'international. C'est-à-dire, chaque passager qui part du Cameroun pour l'international, l'État prélève pratiquement 75 320 francs par billet. Donc, si vous comptez... Quelle que soit la destination. Quelle que soit la destination, à l'international. Ça, c'est ce qui revient à l'État comme taxe. Donc, si vous prenez ces chiffres-là, vous allez vous rendre compte que on a pratiquement 54. On a pratiquement 54. Attention, pour que je ne me perde pas avec mes chiffres. Nous avons pratiquement 47 500 passagers par mois qui voyagent au départ du Cameroun. L'État encaisse près de 4 milliards de francs par mois seulement sur des billets. Si vous prenez les 7 compagnies, les 7 grandes compagnies qui desservent le Cameroun, je vais éviter d'autres, elles ne sont pas que 7. Nous avons pratiquement plus de 4 milliards de francs que l'État encaisse chaque mois. Voyez-vous, dans cet argent, nous disons, et ça c'est sans parler, n'est-ce pas, des frais d'entretien des avions. Vous savez que chaque fois que l'avion se pose, l'État perçoit des frais, mais je ne veux pas rentrer dans cela. Il y a des taxes aéroportuaires aussi. Là, je parle uniquement du billet d'avion. Pour vous dire que dans cet argent, nous allons prélever un pourcentage pour financer uniquement la santé. Mais comment gérer cet argent maintenant? Vous savez au moins comment gérer? Est-ce que... Écoutez, la santé financée la façon dont cet argent est géré, je pense que les prisons de notre pays vous illustrent tellement bien la façon dont cet argent est géré. Ce que je voudrais dire, c'est que vous voyez que là... Vous parlez longtemps que... il faut bien qu'on pose des questions. Il faut bien qu'on pose des questions. Il ne faut pas que les téléspectateurs aient l'impression qu'on vous a laissé parler et qu'on n'avait pas de questions à vous poser. En réalité, on veut vous relancer de temps en temps, permettez qu'on puisse vous relancer. Le DSE, par exemple, prévoit que le Cameroun sera émergent en 2035. Vous situez l'émergence ou alors le développement du Cameroun à quelle période? La dernière question avant mes préférences. Je crois que, en parlant du DSE tout à l'heure, j'ai dit que c'est un échec. C'est un échec. Donc maintenant, proposez votre réussite. Nous pouvons, après cette année, inscrire le Cameroun sur un chemin de développement en implémentant tout simplement la vision que nous avons et le programme que nous avons. Je dis bien en 7 ans. 7 ans. Nous traçons le cap et d'ici 2025, le Cameroun, d'ici 2030, je veux dire, le Cameroun est sur une voie. Dans 5 ans avant 2035. Serge Espoir, une dernière question. Oui, juste lui poser la question. Tout à l'heure, il parlait de redresser avec des mesures
des nouvelles mesures qui seront difficiles pour le peuple. C'est toujours le peuple qui doit faire les frais. Est-ce que vous avez pensé au train de vie de l'État qu'on a du mal à réduire? Ça fait des décennies qu'on parle, qu'on demande de réduire, mais c'est compliqué. Vous, si jamais vous êtes là, comment vous allez régler cette affaire du train de vie de l'État qui est un problème aussi au niveau de la gestion des ressources? Monsieur Owona, ce n'est pas... Vous allez renoncer à vos privilèges? Monsieur Owona, ce n'est pas si jamais je suis là, je serai là. C'est une chose. Ça, c'est à vous de le dire avec assurance. Je vous le dis, je serai là. La première des mesures sera de réduire, n'est-ce pas, le nombre de ministères que nous avons à 15. 15 ministères. 15 ministères. La seconde des choses sera de réduire, n'est-ce pas, ces dotations de carburant qui consomment tout simplement. Vous savez... C'est une base de calcul quand même. Oui, je sais que vous voulez que je vous livre des chiffres, mais permettez-moi au moins de vous présenter d'abord les grandes lignes de ce projet. Et puis, n'oubliez pas un aspect, Monsieur Tonguet. Les chiffres au Cameroun peuvent être faussés à tous les niveaux. N'ignorez pas que nous sommes dans un pays où toute statistique faite, je dis bien toute statistique faite, est d'office faussée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un recensement réel de la population camerounaise. Nous n'avons pas un recensement réel des ménages au Cameroun. Nous n'avons pas un recensement réel des contribuables. Ça signifie que même vos statistiques sont fausses? Non, nous sommes dans la prévision, attention. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas vous donner des chiffres en vous disant c'est la certitude absolue. Mais nous disons, puisqu'au lendemain de notre prise de pouvoir, ce sera le premier chantier que nous aurons, recenser les Camerounais, recenser les familles camerounaises, recenser les contribuables camerounais. Parce que, voyez-vous, pour pouvoir établir des données correctes et développer un pays, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Sur quelle base donc avez-vous nous allons revenir au fil rouge de cette émission après 5 minutes de pause, j'ai envie de dire de pause, pour prendre Karel Mezatia qui va explorer la vie côté jardin de notre invité Serge Espoir Matomba. C'est le moment des préférences. Karel Mezatia Tchoya, bonsoir. Bonsoir Audrey. Bienvenue dans l'arène. Vous avez notre invité pour 5 minutes. Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir. Ça va, la journée a été? Oui, elle a été parfaite. D'accord. Papa est Yabassi, maman est Banène, si je ne me trompe pas. Les deux sont Banène. D'accord. Et vous avez plutôt une tenue qui me fait penser au Grassfield, qui me fait également penser aux régions anglophones. Pourquoi? Je suis un Camerounais qui aime son pays et qui aime la culture, n'est-ce pas, de son pays. Partout où je me trouve, partout où je me retrouve, je devrais me sentir Camerounais et chez moi. Et les tenues, je ne les porte pas uniquement sur votre plateau, mais je les porte toujours. D'accord. Alors, en plus d'être un homme politique, vous êtes également un homme d'affaires. La première entreprise que vous avez créée, vous aviez 17 ans. Vous étiez un petit peu jeune quand même. Hein? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans les affaires aussi jeune? Mon père. Mon père, un jour, après avoir... Qui était flic? Oui, il était policier. Il était flic, oui, il était après avoir commis une bêtise, il m'appelle dans sa chambre et il me dit « Mon fils, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai donné le nom Espoir ?» Je dis « Non ». Il me dit « Réfléchis ». Il me dit « Réfléchis ». Il me dit « Tu es intelligent, mon fils, mais tu n'utilises pas ton intelligence pour toi. Réfléchis ». Vous savez, ce sont les mots les plus durs que j'ai reçus de mon papa qui était habitué à me frapper avec la matraque. Vous étiez têtu? Non, pas que j'étais têtu. Je jouais au ballon et puis je dansais quelquefois, je chantais. Et vous savez, à notre époque, ce n'est pas comme la vôtre aujourd'hui. Lorsque nous pratiquions ces choses-là, les parents estimaient que... nous sommes en train de fuir, n'est-ce pas, du chemin réel des études, voilà, et c'était en fait ça. Et depuis ce moment, j'ai compris que je devais devenir responsable de la personne que je suis. D'accord. Dans votre parcours, vous avez également fait un tour à l'étranger, mais vous êtes revenu vous installer au pays. Vous n'avez pas fait comme certains qui, pour la plupart du temps, une fois là-bas, décident d'y rester. Pourquoi? Est-ce le mal de l'étranger ou alors l'amour du pays, tout simplement? Le Cameroun m'est cher. Le Cameroun m'est très cher. Et lorsque vous êtes à l'étranger, vous comprenez combien
il est important d'être ici, combien il est important de contribuer à la construction de cette nation. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui vous font mal lorsque vous parcourez plusieurs pays, n'est-ce pas, sur cette planète, et vous regardez votre pays, vous vous dites, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous vous rendez compte qu'on a un problème. Certaines personnes qualifient les Camerounais des personnes intelligentes, sages, mais pourquoi ces intelligences ne parviennent pas à sortir le Cameroun de la situation dans laquelle il se trouve? Pourquoi ces intelligences ne servent qu'à détruire la nation? Et on se dit, non, on doit pouvoir faire quelque chose. On doit venir pour le changement. On doit participer au développement de cette nation. Parce que vous voyez, le plus facile, lorsqu'on est à l'étranger, c'est que les familles vous disent, il faut ceci, vous envoyez un Western Union. Il faut cela, vous envoyez un autre Western Union. Elles ne se rendent pas compte véritablement de l'environnement dans lequel elles vivent, les familles. Pourquoi? Parce qu'il y a un soutien qui vient et la difficulté réelle disparaît. À partir du moment où vous rentrez, vous dites à cette famille, désormais, c'est ici, plus de Western Union. Nous allons chercher cet argent ensemble, nous allons travailler ensemble. Vous voyez, elles commencent à réaliser que le minimum vital n'existe pas. L'accès à l'eau. Revenons un petit peu à votre vie côté jardin, parce que je n'ai que 5 minutes, malheureusement. Dites-nous, vous êtes fils unique? Non, je suis le deuxième fils, quatrième dans une famille de 8 enfants. Et je suis le quatrième enfant. Lorsque je regarde vos doigts, je ne vois pas d'anneau. Et c'est-à-dire que Serge Espoir Matomba est un cœur à prendre? Non, 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 non. Faut pas y croire. Serge Espoir Matomba n'est pas un cœur à prendre. Je suis marié et je suis père. De beaucoup d'enfants. Bon. Maintenant, parlez-nous de vos préférences culinaires. Qu'est-ce que vous aimez bien manger? Alors, tous les mets traditionnels d'abord, je ne dirais même pas que je les aime, je les adore. D'accord. Peu importe la région, peu importe la tribu, à partir du moment où c'est un mets traditionnel. Vous connaissez les noms quand même? Oui. Hier encore, j'ai mangé le nkui. Ah bon? Oui. Avant-hier, je mangeais le mbungu chobi. Il y a 4 jours, j'étais dans le Kupenk basé. Donc, je pourrais vous citer plusieurs comme ça parce que, en réalité, ce sont mes préférés, vous savez, en matière culinaire. Et j'aime beaucoup le couscous avec le foléré, pour ceux qui connaissent, qui vont souvent dans le septentrion. Ce sont des mets que je consomme. J'aime me sentir à l'aise en consommant ces mets. Une dernière question pour sortir. S'il m'était demandé de vous proposer un verre d'eau, un verre de jus, une bouteille de bière, une rasade de whisky, vous opterez pour laquelle de ces boissons? De l'eau. Pourquoi? Parce que, heureusement, je ne consomme que de l'eau. Vous ne prenez pas une de temps en temps? Non. Voilà. Parce qu'on a eu un invité ici il y a 2 semaines qui buvait du vin sur prescription médicale. Voilà. Merci Karel, merci d'être passé par ici. Nous allons continuer sur le fil rouge de ce programme avec le programme. Nous avons signalé sur le synthèse de cette émission, demandez les programmes. Nous allons recevoir tous les candidats ici dans ce studio pour dérouler les programmes. Oui, Sylvain Ndiongo. Oui, en parcourant le programme que propose le PURS, il y a quand même une partie qui m'a intéressé. J'ai lu par exemple au niveau des rapports avec les pays étrangers, rapports pays étrangers. Il y a une partie de ce paragraphe où il est écrit « L'heure de la colonisation est derrière et le Cameroun doit s'affranchir de la France pour impulser son développement ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous savez, notre pays n'est pas seul au monde. Nous aurons toujours des collaborations avec plusieurs pays. Mais il est temps que nous devenions, n'est-ce pas, responsables. La première des choses, c'est cette prise de conscience-là. Dire que si nous ne sommes pas aujourd'hui à un niveau où les Camerounais ressentent un véritable bien-être, ce n'est pas la responsabilité forcément des autres, c'est notre responsabilité. Parce que voyez-vous, après 50 années d'indépendance, nous ne pouvons pas continuer à croire que nous sommes encore des enfants ou des bébés.
Donc, il est temps pour nous de dire, désormais, nous prenons nos responsabilités, tout en sachant que la collaboration avec d'autres pays restera effective. Sauf que, désormais, nous définirons les règles. Donc, vous pensez que jusqu'ici, la relation entre la France et le Cameroun n'a pas encore atteint ce niveau où le Cameroun peut s'affranchir? Écoutez, le Cameroun n'est pas encore affranchi, pas seulement vis-à-vis de la France. Vous savez, nous avons des élus qui sont, du moins, des représentants du peuple qui sont mal élus, qui, pour des raisons de fauteuil... Y compris vous, vous êtes député, vous êtes conseiller municipal. Non, écoutez, je suis très bien élu, je parle de ceux qui dirigent notre nation. Donc tout le monde est mal élu sauf vous. Non, je parle de ceux, pour l'instant, qui dirigent notre nation, qui sont obligés de se compromettre pour pouvoir garder, n'est-ce pas, la place qu'elles occupent depuis 36 ans. Je ne parle pas de ceux qui sont élus depuis quelques années. Alors, Serge Espoir, est-ce que ce n'est pas une utopie que vous dessinez? Nous sommes un pays africain. Certains spécialistes des relations internationales aiment à dire un petit pays d'Afrique qui n'est pas grand-chose dans la vaste, parmi les géants du monde, qui ne s'assume pas économiquement, qui ne s'assume pas véritablement historiquement, qui ne s'assume pas encore vraiment sur le plan monétaire. Comment vous comptez dire que vous vous affranchissez aussi facilement dans le verbe? Sur le plan pratique, comment vous mettez ça en place? Vous savez pourquoi est-ce que il nous sera difficile de construire le pays si nous ne passons pas à la refondation du système éducatif? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes, je ne dirais pas vous uniquement, le produit de ce qu'on a voulu que nous soyons. Comment pouvez-vous admettre, je dis bien après 50 ans, qu'on vous considère comme un petit pays? Comment? Mais tout simplement, non. La volonté est le premier signe qui entraîne la détermination pour réaliser. Parce que dès qu'on prend conscience de ce que nous sommes, on définit où on va. On fait ce qu'il y a à faire. Vous le faites comment? Nous ne pouvons pas être... Mais justement, vous dites on fait ce qu'il y a à faire. En implémentant le projet de société que je suis en train de vous présenter. Là, nous sommes sur le terrain des relations internationales. Vous quittez toutes les sphères. J'ai comme impression qu'on ne s'est pas compris. J'ai comme impression qu'on ne s'est pas compris. Je voudrais avoir une réponse concrète. J'ai dit ceci. Comment vous faites cela? Nous allons continuer la collaboration tout en définissant les règles. Comment vous les définissez lorsque les prix des matières premières sont fixés par les puissances internationales? C'est justement pour ça nous avons le cacao, mais nous ne fixons pas le prix. Nous avons le pétrole, mais nous ne contrôlons pas le barème des prix. Comment vous gérez à ce niveau-là? Vous savez, nous ne sommes pas obligés de vendre uniquement nos produits à l'Occident. Nous avons des marchés tout près. Et la diversification de notre économie nous entraîne à quoi? À une production, permettez-moi, à une production énorme pour un marché réel identifié. À ce jour, nous exportons beaucoup plus de produits au Nigeria qu'en Europe. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas? Nous n'exportons pas notre pétrole brut au Nigeria. Je parle bien de la plupart des produits qui sont exportés du Cameroun, pas le pétrole. Pas le pétrole. Pas le cacao. Pas le cacao. Pas le cacao. Pas le coton. Mais écoutez, quand vous regardez la balance économique sur l'exportation, vous allez vous rendre compte que nous exportons beaucoup plus de produits au Nigeria. Donc, il suffit d'identifier, et c'est d'ailleurs le travail que nous avons fait, un véritable marché, en nous disant que, puisque nous allons booster la production locale, il est clair que nous allons pouvoir ravitailler le marché local, le marché sous-régional et, pourquoi pas, d'autres marchés. Parce que c'est en cela que nous pouvons définir l'importance de notre existence. Mais nous sommes à 2 mois et demi. Nous sommes à 2 mois et demi de la présidentielle. Vous dites qu'il va falloir circonscrire le marché, l'identifier. Non, je ne l'ai pas dit. Nous avons, je précise, voilà. Monsieur Tongué. Vous avez donc identifié Monsieur quel marché? Tongué, il y a déjà un marché sous-régional. Il y a celui du Nigeria. Avec quel pouvoir d'achat? Le problème n'est pas ici au niveau du pouvoir d'achat. Il est encore au niveau de la production. Le pouvoir d'achat existe. Est-ce que vous ignorez le fait que la plupart, pour prendre des exemples simples, des personnes venant du Gabon viennent acheter complètement des plantations ici. Et avant que les produits ne sortent, les produits vont directement de ce côté-là. Le pouvoir d'achat ne manque pas. Ici, nous devons avoir une bonne offre.
Alors, c'est la première des choses. On a le marché européen qui est ouvert au Cameroun à travers les APE. On nous demande seulement de produire, d'avoir des produits de qualité. Ce n'est pas à travers les APE que le marché européen est ouvert. Il est ouvert depuis toujours. Sauf que nous avons priorisé l'importation des produits au lieu de la production. Là, c'est une politique, c'est une mauvaise politique que nous avons appliquée depuis. Et il faut donc revenir à l'essentiel. Permettre, n'est-ce pas, aux agriculteurs et à tous ceux qui peuvent produire localement de se lancer dans ce secteur et même aller plus loin, parce que la plus-value de la production, c'est la transformation. Lorsque nous allons commencer à transformer nos produits, parce que ce que nous ignorons le plus souvent, c'est que ce que les autres nous vendent, c'est l'emballage. En réalité, nous pouvons faire beaucoup mieux qu'eux et avoir, n'est-ce pas, dans la transformation, un produit de qualité qui puisse être vendu partout dans le monde. D'accord, vous parlez beaucoup et mieux sur le marché européen qui est en termes de pouvoir d'achat le plus confortable. Pourquoi c'est uniquement le marché européen occidental qui vous intéresse? Parce que c'est pourquoi négligez-vous pourquoi négligez-vous le marché sous? Moi, je voudrais lui poser la question de savoir. Vous parlez beaucoup du Nigeria. Est-ce que vous vous situez dans la même dimension qu'Emmanuel Macron, qui pense que le Cameroun doit absolument retrouver ces géants-là dans une entité qui serait ouest-africaine? Vous êtes dans cette lignée-là? Écoutez, je suis sans tissu de production véritable. Je suis dans la lignée de la production et de la transformation des produits camerounais, d'abord, et la consommation. La première des choses, c'est que nous devons consommer camerounais. Ça, c'est la première des choses. Je ne serai pas ce chef d'État qui pourra agir en fonction des pensées des autres. Non, mon peuple a des soucis et je dois trouver des solutions immédiates. Il s'agit de cela. Et ici, nous avons des solutions. Nous devons consommer les produits camerounais. Ça devrait être une obligation d'abord. C'est ce qui permettra, n'est-ce pas, à tous ceux qui vont se lancer dans la production de pouvoir générer des bénéfices et de pouvoir accroître la production. C'est ce qui nous permettra de pouvoir ravitailler d'autres marchés. Vous devez être heureux lorsqu'on vient, on fabrique. C'est un exemple simple. Lorsqu'on vient fabriquer du ciment, on ravitaille un peu votre marché et on ravitaille d'autres marchés à partir de votre pays. Ce ciment là coûte encore très cher. À ce niveau, vous ne parlez pas. Mais il coûte cher. À ce niveau, vous ne parlez pas du prix d'achat. Vous ne parlez pas de l'achat. Mais vous ne trouvez pas que le problème se trouve au niveau de l'offre ici. Et l'offre doit être non seulement quantitative, elle doit être qualitative. C'est ce travail que nous devons faire. D'abord, amener les Camerounais à comprendre que désormais, nous devons produire et nous devons être des facteurs de production et de consommation des produits que nous produisons. Espoir Matomba, vous dites que ce serait une obligation de consommer camerounais. Est-ce que vous ne serez pas un peu un dictateur? Écoutez, vous allez encadrer cela comme vous voulez. C'est la première des choses. Ce n'est pas à moi. Mais dans l'éducation que les Camerounais recevront, tout ce qui se fera désormais au Cameroun commencera par le Cameroun. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui se négocient dans le dialogue. Lorsque vous allez dans d'autres pays, je vais citer par exemple le Cap-Vert, c'est tout simplement incroyable. Vous passez dans chaque maison, vous voyez un drapeau quelque part. Vous voyez, tout ce qui est fait, c'est fait aux couleurs du Cap-Vert. Ce qui est difficile à voir. Et lorsque vous rencontrez des Cap-Verdiens à l'extérieur, ils font tout pour leur pays. Ils font tout dans la pensée du développement de leur pays. Il s'agit de cela, c'est une éducation en réalité. Lorsque nous réussissons le pari de l'éducation, nous avons des nouveaux Camerounais qui comprennent les enjeux et qui se disent, au lieu que je me mette en veste, bon, c'est vrai qu'on les coud aussi au Cameroun. Je peux tranquillement... Alors justement, annoncer que vous allez le textile camerounais, je peux tranquillement porter, n'est-ce pas, ce vêtement, un vêtement traditionnel camerounais, un vêtement fait par des Camerounais, provenant du coton camerounais et qui boostera l'économie. Parlons donc d'éducation. Vous avez fait un arrêt majeur dans votre programme sur l'éducation. Vous parlez d'une éducation d'excellence. Alors, vous parlez du profil du Camerounais qui doit être redéfini, vous parlez de l'égalité des chances au niveau de la socialisation ou alors de l'intégration des Camerounais, et vous parlez d'une société inclusive. Cette éducation que vous dessinez dans votre programme, dans votre projet, comment est-ce que vous comptez la mettre en place, en tenant compte bien sûr de ce que nous avons des liens
des liens parfois qui viennent des entités supérieures ou alors des puissances. Le problème du livre camerounais, qui ne nous appartient pas toujours, comment vous gérez l'éducation pour arriver à reconfigurer ce que nous avons aujourd'hui? Vous savez, je suis un peu triste lorsque, après avoir développé notre position... Ne soyez pas triste. Non, je suis un peu triste. Il y a trouver des solutions. Parce que là, c'est le baromètre de vérité. Permettez-moi de vous appelez espoir? Oui, je suis un peu triste. Oui, lancez l'espoir. Vous revenez sur... avec une question qui nous renvoie à la dépendance. Bien sûr, puisqu'elle est réelle. Elle est réelle. Nous oui. devons nous affranchir complètement. Vous savez, lorsque nous pensons à la refondation du système éducatif, c'est pour faire un travail profond. C'est parce que des gens vont vous présenter tout, sauf cela, comme étant une nécessité. Parce qu'en réalité, le système éducatif a été détruit expressément pour que nous puissions avoir le produit des Camerounais que nous avons. Comment pouvez-vous imaginer que nous allons vers une refondation du système éducatif et le livre nous est imposé par d'autres? Nous allons définir les règles de jeu. C'est simple. Nous définissons les règles de jeu. Par exemple, nos enfants doivent apprendre de ce qui provient, n'est-ce pas, des officines camerounaises. Par exemple, vous faites comment pour cesser d'apprendre aux jeunes Camerounais la Révolution française, par exemple, la guerre de 14-18, avec moins le rôle des tirailleurs africains ou alors de nos aïeux qui ont pris part à cette guerre? Comment vous négociez le passage pour négocie pas, c'est pas pour arriver à parler de Ruben Oumniobé? Je ne négocie pas, c'est un parler décret. De Oumniobé au Je ne négocie pas, c'est un décret. Vous ne négociez pas, c'est de la dictature. Non, c'est un décret. Je prends un décret qui met en place, n'est-ce pas, un nouveau système éducatif et puis le reste se trouve à l'intérieur. Si ça gêne Paris, c'est-à-dire qu'avec vous, écoutez, mais vous pensez que Paris... Vous passez quand même par l'Assemblée. Vous pensez que Paris fera des choses pour le profit des Camerounais ou du Cameroun? Il faut arrêter à un moment donné. Je ne voudrais pas être ce président qui est manipulé par des puissances occidentales. Attention, je suis ce président qui est non seulement élu du peuple, mais qui assume les fonctions de la magistrature suprême et qui dit « Je travaille pour mon peuple et je rends des comptes à ce peuple ». Parce qu'il s'agit de cela. Comprendre que nous avons des comptes à rendre. Et lorsque nous le comprenons, nous ne nous prêtons pas à ces jeux d'intérêt individuel. Puisque nous évoquons des questions idéologiques, je voudrais que vous disiez un mot sur la crise anglophone avant que nous prenions le duel avec Jean-Baptiste Atemengue. Comment vous l'appréhendez, cette crise? Comment vous envisagez son dénouement? Déjà, il faut dire que c'est une fracture, n'est-ce pas, du vivre ensemble camerounais. Je ne voudrais pas revenir sur l'histoire qui a poussé, n'est-ce pas, certains de nos frères à demander une partition du pays. Mais je voudrais dire encore que là encore, c'est l'échec d'un système éducatif. Parce que nous sommes dans un pays où nous apprenons l'histoire de la France, comme vous étiez en train de le dire, au lieu d'apprendre l'histoire du Cameroun. Si nous apprenions l'histoire du Cameroun aux Camerounais, permettez-moi... C'est totalement vrai. On enseigne bien l'histoire du Cameroun à l'école primaire, au lycée. Pardon, qu'est-ce que vous savez de l'histoire du Cameroun? Je sais que l'indépendance est 1960. Voilà uniquement ce que vous savez de l'histoire du Cameroun. Mais je veux pas. Mais l'histoire du Cameroun aujourd'hui est interprétée d'au moins 3 manières, 3 façons. Même il est inadmissible dans une nation que les gens interprètent l'histoire à leur guise. Parce qu'elles n'ont pas appris, n'est-ce pas, de l'histoire réelle. Pourquoi est-ce qu'on a privilégié l'histoire de d'autres pays au détriment de notre histoire? Encore que c'est discutable. Écoutez, oui, vous pouvez rester dans votre logique. Vous pouvez rester dans votre logique, mais je suis dans la mienne qui me dispose, n'est-ce pas, à travailler pour un Cameroun gagnant et qui me dispose à implémenter une vision claire. Alors, donc, vous pouvez rester dans l'autre logique. Votre rigueur. Maintenant, dans le dénouement, il faut déjà, une des premières solutions, c'est que M. Biya parte du pouvoir. Dès que M. Biya partira du pouvoir, c'est sûr et certain que les gens déposeront d'abord les armes. En quoi M. Biya gêne-t-il la résorption de ce problème? Il a refusé de favoriser un véritable cadre de dialogue. Nous avons martelé, invité M. Biya à créer des conditions de dialogue pour, tout au moins, une solution de sortie de crise. La commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ce n'est pas un cadre de dialogue pour vous?
Elle a pourtant sillonné le nord-ouest et le sud-ouest récemment. Écoutez, lorsqu'il a fallu dialoguer, les gens ont joué au jeu de la chauve-souris. Vous le savez, il n'y a jamais eu de dialogue. Les premiers acteurs qui sont venus sur la table ont été arrêtés et enfermés. Même si d'aucuns vont nous dire, pourquoi les arrêter d'abord? Pourquoi? Pourquoi s'ils sont là pour discuter? La gestion d'une nation relève de beaucoup de sérieux, M. Tonguin. Ça relève de beaucoup de sérieux et il faut savoir exactement ce que nous faisons. Il faut surtout savoir que nous travaillons pour un peuple qui peut être mécontent et qui a le droit de l'exprimer. Et lorsqu'il l'exprime, nous devons aller à l'écoute de ce peuple. Bon, supposons que vous avez gagné l'élection présidentielle le 7 octobre prochain. M. Biya n'est donc plus là. Comment on résout le problème? On ne va pas supposer parce que je vais gagner l'élection. Oui. Maintenant, après cela, je vais appeler les partis à déposer les armes. Je vais inviter... C'est ce que M. Biya fait. Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays, mais vous devez être dans un pays différent que celui dans lequel je vis. Nous devons appeler les uns et les autres autour d'une table. Aujourd'hui, nous avons des acteurs clés qui peuvent être assis. Nous les avons cités. Vous avez le Christian Toumi qui peut être assis autour d'une table, le clergé. Vous avez Sa Majesté Sokudjou qui peut être assis autour d'une table. Vous avez les dames d'influence, les Takubeng de ce côté-là qui peuvent être assises autour d'une table avec d'autres acteurs crédibles pour pouvoir amener, n'est-ce pas, les gens tout au moins dans une solution de sortie de crise. Il est important de dire, nous devons discuter, M. Tonguin. Des gens sont fâchés, nous sommes contre, nous avons condamné la prise des armes. Nous condamnons fermement la prise des armes. Nous condamnons le sang qui coule, parce que nous ne voulons pas de ce sang. Vous savez, les policiers, les militaires, les gendarmes qui sont en train de mourir là, ils ne meurent pas parce qu'ils veulent mourir. Ils sont aux autres, ils sont en mission, parce qu'on leur a dit, allez travailler. Ils ne vont pas là parce qu'ils veulent. Ils sont au même titre des victimes que les civils qui sont en train de mourir. C'est pour cette raison que nous disons, il s'agit d'un problème de management. Et lorsqu'on parle de cette crise, c'est une histoire un peu beaucoup plus sérieuse. Et il faut mettre les acteurs sur la table et dire, voilà ce que nous avons à faire. Discutons, aucune question ne doit être tabou. Donc Christian Toumi et les autres vont convaincre les sécessionnistes d'abandonner leur projet. Allons sur une table de dialogue, discutons. Vous ne savez pas ce qu'il en sortira. Est-ce que vous... Moi, j'ai fait des missions de ce côté-là. J'ai discuté avec plusieurs familles. Mes camarades sont allés en mission. Ils ont discuté avec plusieurs familles. Rassurez-vous, dans le fond, la sécession n'est pas la solution désirée par ces gens. C'est la réponse que nous leur donnons. C'est la réponse qui est donnée, qui les pousse à l'extrémisme. Mais jusque-là, nous pouvons stopper. Parce que, voyez-vous, nous ne devons pas voir le sang. Un discours nouveau, Serge Espoir Matomba. Et déjà, il existe depuis toujours. Il existe depuis toujours. Est-ce qu'ils ont une fois agi comme c'est le cas aujourd'hui? Non. Parce que les réponses ne sont plus adéquates. Alors, nous allons prendre le duel. Nous accueillons sur ce plateau Jean-Baptiste Atemengue pour l'exercice. C'est 15 minutes de discussion avec vous. Il va essayer, nous l'avons dit à l'entame de cette émission, de vous convaincre que l'alternative au président Biya n'est pas la solution pour les 7 prochaines années. C'est le duel. Baptiste Atemengue, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc notre invité pour un quart d'heure. Je vous remercie parce que c'est avec plaisir que je prends part à cet exercice purement démocratique. On a annoncé, le président de la République a convoqué le corps électoral. Je crois que visiblement il y aura plus d'une vingtaine de candidats. Les camarades reçoivent 28 candidats. C'est pour ça que j'ai dit plus, puisque l'enregistrement n'est pas validation, on verra. Mais toujours est-il que je pense que M. Matomba apparaît comme le plus jeune de ces candidats. Avec Cabral Liby un peu moins. Un peu plus jeune, ça veut dire qu'il est... Un peu plus jeune, je veux dire. Ça veut dire qu'il est plus jeune que M. Cabral Liby. Non, Cabral Liby est un peu plus jeune que lui. Cabral Liby, c'est né en 80. Espoir Matomba, c'est né en 79. Ah, voilà. Ok. Donc... il sera le second Benjamin de cette élection. Alors, est-ce que... alors, je voudrais, parce que c'est quand même une élection assez sérieuse, un rendez-vous important pour l'ensemble de la nation, avec tous les problèmes qu'il a soulevés en évoquant son programme.
Est-ce que lui-même se considère comme un Macron, puisque j'en ai entendu tout à l'heure d'ailleurs, quelqu'un l'a évoqué. Est-ce que tu te considères comme un Macron? La réponse... Je me permets de te tutoyer. Monsieur Atemengue, permettez-moi aussi de vous répondre. Oui. Voilà. Non, je suis Serge Espoir Matomba et je tiens à préciser un aspect. Vous savez, depuis 2008, je suis entré dans la vie politique active de notre pays. En 2010, je deviens le premier secrétaire du PURS. Nous commençons à parcourir l'étendue du territoire. En 2013, je deviens un élu, avant Macron. C'est pour dire que je ne saurais me considérer comme quelqu'un qui est venu après moi, tout au contraire. Je vous dirais même que Macron a copié, M. Macron est venu après n'est-ce pas, chez Serge Espoir Matomba. Donc vous estimez que vous avez plus d'expérience d'État que lui? Oui. Que M. Macron. Écoutez, Macron, je ne voudrais pas revenir sur son parcours. Je ne voudrais pas revenir sur son parcours. Mais je dis aujourd'hui qu'il a un parcours à féliciter. Il est dans un pays qui offre l'opportunité à toute personne de réussir, ce qui n'est pas le cas chez nous. Lorsque je commençais dans la vie politique, on me disait que ce jeune, il ne sait pas où il va, ou il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, je peux me réjouir quand même de constater que plusieurs jeunes sont sur la scène politique et sont au devant de la scène, comme vous aussi. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un travail qui est fait et je vais aller plus loin en vous disant, en vous rassurant que je porte une offre politique qui est à même de, n'est-ce pas, relever le développement du Cameroun. Et cette œuvre a été construite par, n'est-ce pas, tout ce que nous avons fait sur tout l'étendue du territoire. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas de la personne de Serge Espoir Matomba, tout simplement, mais il s'agit d'un projet porté par quelqu'un. Et il faut aujourd'hui commencer à présenter cet aspect aux Camerounais. Parce qu'on a toujours voulu présenter un individu, une personne. Et lorsque les Camerounais déposent leur confiance sur ce dernier, plus tard, on crie à la déception. Donc ici, il faut dire désormais, voilà le chemin sur lequel nous allons, et c'est sur cette problématique que nous allons débattre et discuter. Non, je posais la question pour savoir si vous-même vous estimez. Je pense que si vous avez déposé votre candidature, vous l'estimez, mais il faut le justifier auprès des Camerounais qui vont devoir choisir un président de la République le 7 octobre, que vous avez assez d'expérience pour diriger l'État du Cameroun. Oui. Voilà. J'ai assez d'expérience, je peux vous rassurer. Expérience politique, expérience administrative ou dans les affaires. J'ai assez d'expérience, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'expérience que l'actuel président avant son accession à la magistrature suprême. Rassurez-vous, aujourd'hui, je vous parle, je suis l'administrateur au moins d'une dizaine d'entreprises. Rassurez-vous, ce n'est pas ces entreprises, je n'ai pas créé ces entreprises parce qu'on m'a tenu par la main. C'est pour dire que c'est tout un travail qui se construit. Et j'ai été, si vous voulez, ce n'est pas une confidence, très proche, n'est-ce pas, des décisions politiques dans plusieurs pays dans le monde. Donc rassurez-vous, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, je ne parle exactement de ce que je sais et ce que nous allons faire. Alors, parlant de ce que vous savez, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, je n'ai pas en vous, c'est que vous avez reproché tout à l'heure au président Paul Biya de ne pas avoir assez dialogué, parlant de la crise anglophone. Ce qui est faux, par ailleurs, puisqu'il y a quand même eu plusieurs tentatives de négociation, de dialogue, tous les problèmes posés par les grévistes au départ ont été réglés. Si ce n'était que ça qui était la cause de ce qu'on voit ici, je pense qu'on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Mais vous dites qu'il n'a pas su dialoguer, ce qui est faux, mais vous venez de dire il y a quelques minutes que vous allez réformer le système éducatif camerounais, anglophone et francophone, par décret. Vous n'allez pas discuter. Mais écoutez, vous connaissez un pays où on l'a fait et justement vous parlez de ce manque de dialogue. Et vous pensez pouvoir réformer le système éducatif camerounais anglophone, sous système anglophone et sous système francophone par décret? Monsieur Atemengue,
Et je vais vous aider. Le journaliste a parlé. Je vais vous aider, Monsieur Atemengue. Je vais vous aider. Je me réjouis déjà de participer à cette émission parce que pour une première fois, nous commençons, n'est-ce pas, à développer nos différents projets de société qui vont aboutir certainement au programme. Je serai élu sur la base d'un projet de société. Ça, c'est la première des choses. À partir du moment où je suis élu sur cette base, j'ai la légitimité d'agir. Mais je vais aller plus loin. Dans l'élaboration de ce projet, nous avons rencontré les syndicats de chaque domaine. Attention, monsieur Atemengue. Nous avons rencontré des syndicats des enseignants francophones, anglophones. Et ils vous ont donné la caution. Justement, lorsque nous avons, ce qui est inclus dans notre projet, c'est aussi le produit des concertations. Parce que nous ne nous disons pas que nous avons la science infuse et nous allons diriger par la simple volonté que nous avons de vouloir voir le Cameroun changer. Il faut consulter, il faut dialoguer. La production d'un projet dépend aussi de cela. En dehors des réalités, il y a les concertations. Vous les avez vu certainement lorsque nous avons rencontré certaines corporations des enseignants et autres, et même sur la décentralisation, parce que nous avons opté pour cela. C'est pour dire que les consultations ont été préalablement faites. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement implémenter ce qui est mais vous savez, je suis d'accord avec vous qu'une fois que vous avez une légitimité, vous devez réaliser la politique pour laquelle on vous a élu. Mais même quand on vous a élu, vous ne serez jamais élu à 100%. Et donc, les clivages idéologiques, les clivages sociaux demeurent dans une société en permanence. Je crois que, effectivement, là, c'est un signe de manque d'expérience politique. On ne fait pas de politique, on ne réalise pas un plan politique. En 7 ans sans négocier, sans discuter, parce qu'on a eu la légitimité. Vous-même, vous exigez du président Paul Biya de dialoguer. C'est ce qu'il fait en permanence. Il hésite. Par moments, ça peut être pris comme une lenteur ou un attentisme, mais c'est parce qu'on n'aborde pas une société comme ça. Je suis désolé, désolé de vous entendre dire cela. Je voulais aborder un aspect. Lorsque nous vous parlons des rencontres avec des corporations. Vous entendez quoi par là? Non, parce que ce que je vais dire... Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une question. Je prends un autre exemple. Qu'est-ce que vous entendez par la rencontre avec les corporations? Je prends un autre exemple. Un débat profond sur la vision. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je prends un autre exemple. C'est pas de la négociation? Toujours parlant de la crise anglophone, beaucoup de nos compatriotes estiment que la décentralisation n'a pas été réalisée assez rapidement. Et dans votre programme, j'ai d'ailleurs cherché ce mot, un chapitre sur la décentralisation, je ne l'ai pas vu, alors que un ministère et la population, un ministère vient d'être créé pour ça et l'opinion semble réclamer. Voilà, et vous-même vous êtes conseiller municipal. Je n'ai pas vu un aspect décentralisation dans votre programme et justement, ça veut dire que vous irez plus loin dans le centralisme. C'est pour ça que je parlais de réformer un système éducatif par décret. Parce que là, vous êtes à l'opposé de ce que l'opinion semble réclamer. Si vous avez vraiment consulté les gens, vous verrez que des années 90 à nos jours, les délégués régionaux au niveau de l'éducation ont beaucoup plus de pouvoir. La décentralisation, j'ai déjà dit la déconcentration d'abord, a beaucoup avancé, et la décentralisation aussi, ce sont les maires qui gèrent les établissements scolaires, les investissements, ainsi que un certain volet, y compris sur la santé. Et je pense que vous l'avez vous-même dit, tel que j'ai lu votre programme, vous voulez gouverner par décret, vous seul, une fois que vous avez eu la légitimité. Je crois que c'est à l'opposé de la philosophie ambiante aujourd'hui. Vous avez dressé un tableau qui est propre à votre conception. Mais c'est le programme que j'ai lu. Est-ce que vous avez un chapitre sur la décentralisation dans votre programme? Je voudrais m'étonner. Sinon, vous en parlez au Camerounais. Permettez-moi, M. Atemengue, permettez-moi, vous êtes dans votre logique. Oui. Et ça, je vous la concède. Ce que je voudrais m'étonner, je voudrais comprendre si c'est aujourd'hui que vous avez reçu l'invitation et vous êtes mis à fouiller
dans le programme du PURS, parce que dans le projet du PURS existe la décentralisation. Dans nos différentes prises de parole, nous parlons de la décentralisation. Nous sommes même allés jusqu'à rencontrer, je le dis encore, une corporation qui ne traite que des questions de la décentralisation. C'est une question là importante. Encore, non, ce n'est pas une question. Vous avez fait un constat. Vous avez dressé un constat. Si c'était une question, je n'allais pas me mettre à vous dire ce que je vous dis. Je voudrais m'étonner que, voilà, vous voulez tout simplement... Je verrai toutes vos publications plus tard, mais est-ce que j'ai pu consulter en 2 jours ou en 1 jour? Effectivement, je n'ai pas vu le mot décentralisation. Et ensuite, depuis que je vous écoute en 45 minutes, avant que... Vous pouvez indiquer aux électeurs ou bien aux Camerounais qui nous regardent ce qui est fait ou comment vous percevez la question de la décentralisation. Vous avez signalé qu'elle c'est surtout que, inscrite dans votre avant d'évoquer ce mot, je pense qu'en 45 minutes, je ne l'ai pas entendu sortir de votre bouche. Je suis désolé, certains l'ont entendu. Décentralisation. Vous êtes le seul qui ne l'avait pas entendu. Mais ce que nous comptons faire, est simple. Vous savez, nous allons d'abord reformer les tests sur la décentralisation présentement. Parce que ce que nous disons au sein de notre formation politique, c'est que nous ne pouvons pas dire que quelque chose a échoué qui n'a même pas commencé. Parce qu'en réalité, la décentralisation n'est pas encore appliquée. Mais avant de passer à la phase de l'application, nous allons reformer les tests présents. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons, 2004 notamment. Nous allons... Ou la Constitution. Parce que quand vous dites les textes, il faut être un peu précis. Nous allons reformer les tests sur la décentralisation. Bon, ça commence de la Constitution. Ça part de la Constitution. Vous savez, nous aurons des réformes structurelles et constitutionnelles. Oui. Voilà. Et à ce niveau, ce que nous disons, c'est que pour la décentralisation, nous allons doter, n'est-ce pas, les mairies des pouvoirs de gestion, ce qui n'est pas le cas. N'oubliez pas, je suis conseiller municipal. Donc, je siège au conseil municipal. Je connais les limites, n'est-ce pas, du maire, ou je connais les limites des décisions que nous prenons au sein du conseil et qui sont bloquées par le préfet. Je connais le niveau d'implication des maires au Cameroun présentement. Et je peux vous rassurer que les maires n'ont pas de pouvoir dans ce pays. Ça, je vous le rassure. Ils n'ont plus de pouvoir qu'avant. Et en ce moment, ce que nous allons faire, c'est que les postes de gouverneur, par exemple, dans notre schéma, seront supprimés. Mais nous allons créer une fonction publique locale. Parce qu'il faut doter, n'est-ce pas, les mairies des techniciens. Et il faut amener les mairies à pouvoir booster l'économie locale. Parce que dans la décentralisation, vous savez, le pouvoir central perdra beaucoup de son pouvoir au profit, n'est-ce pas, des communautés décentralisées. Et à ce niveau-là, je peux vous rassurer que plusieurs aspects de la vie d'une cité seront gérés par la municipalité. Les postes de sous-préfet, par exemple, comme vous le savez, vont automatiquement disparaître, délégués du gouvernement, et même il y aura des réformes sur les postes de préfet, parce que c'est un poste qui existera, mais ils n'auront plus la main mise sur les mairies et les maires. Alors, vous avez vous-même séjourné un peu à l'étranger. Vous avez évoqué dans votre programme, à la fin du programme, en quelques lignes, les problèmes de la diaspora. Alors, et là-dedans, j'ai vu que, comme proposition, vous voulez créer un secrétariat d'État en charge de la diaspora, des conférences tous les 2 ans. Et ensuite, vous êtes favorable à la double ou multinationalité, mais restreinte au niveau de certains droits. Bon, ce sont des propositions de bon sens, puisque le chef de l'État même a commencé. Annoncé depuis 2008. Non, pas annoncé, a commencé à réaliser. A commencé à réaliser tout cela. Puisque le 7 octobre prochain, les Camerounais de la diaspora, ceux qui sont inscrits sur les listes, vont participer à cet exercice national de choisir le président de la République. Ça, c'est depuis 2011. Et là-dessus, je voulais savoir, parce que l'introduction d'une limitation de droits, de certains droits à cette nationalité, à cette double nationalité, je voudrais que vous me précisiez, parce que je n'ai pas très bien compris. Certes, il y a l'obligation de résidence pour les élus
je crois qu'il est ramené à 1 an avant de déposer, là, élu uniquement pour la présidence de la République. Mais qu'est-ce que vous entendez par limitation de droit? Il faut déjà dire que les lois qui régissent, n'est-ce pas, en vigueur sur la diaspora sont obsolètes. Ça, c'est la première des choses. C'est pour cette raison que les lois ont été construites justement pour éviter que les Camerounais de la diaspora s'investissent au Cameroun. Vous savez, à l'époque de Mongo Betty, on considérait jusqu'à ce jour que la plupart des Camerounais vivant à la diaspora sont des opposants. C'est pour cette raison que la loi a été taillée sur mesure. Et aujourd'hui, nous enregistrons des pertes énormes. Si je vous prends par exemple un exemple simple, nous avons plus de 200 000 médecins camerounais à l'étranger. Ils ne demandent rien d'autre. Ils sont prêts à revenir. Ils ne demandent vous les avez consultés? Nous avons discuté avec eux. Ah, okay. Ils ne demandent qu'à revenir dans un bon cadre. Le marché de l'emploi dans un cadre Ils ne demandent qu'à revenir dans un bon cadre pour pouvoir exercer leur activité. Oui. Quelque chose de simple. Et il faut dire que, vous le savez d'ailleurs, les fonds que la diaspora envoie au Cameroun sont beaucoup plus importants que les fonds sur l'aide publique. Donc, il faut aujourd'hui mettre cette diaspora au cœur du développement de la nation. Comme je n'ai pas beaucoup de minutes, il faut mettre cette diaspora au cœur du développement de la nation. Et je peux vous rassurer une chose, en dehors, n'est-ce pas, d'une institution qui va se charger de gérer les problèmes de la diaspora, désormais, nous aurons des élus de la diaspora. Ça, c'est ce que nous allons apporter de nouveau. Ça, ce serait une bonne chose, je suis d'accord avec vous. Alors, l'essentiel quand même du projet, Rodrigue, donne-moi une minute. L'essentiel du projet, je vois pas beaucoup d'aspects révolutionnaires dans votre projet déjà. Et ensuite, vous promettez tout de façon très irréaliste. Et le journaliste a parlé tout à l'heure du coût. Je crois que j'ai essayé de survoler entre 2000 milliards à injecter dans l'agriculture, les logements sociaux, la mise en place des mutuelles du secteur informel. Je crois qu'il vous faudrait au moins, au bas mot, 200 000 milliards au bas mot. Pour un mandat de 7 ans ou pour 50 ans, parce que le journaliste a demandé si s'agissait d'un mandat de 35 ans, parce que vous voulez éduquer les Camerounais avant de réaliser votre projet, vous allez changer leur mentalité avant de le réaliser. Je ne sais pas si ça va être en 7 ans, mais le coût de ce projet, et dans votre projet, je l'estime au moins à 200 milliards, où est-ce que vous allez trouver cet argent? Et ensuite, je n'ai pas compris pourquoi, en même temps que votre projet est aussi coûteux, vous avez dit quelque part que l'endettement appauvrit les nations, l'endettement appauvrit un pays. Et que le Cameroun était déjà suffisamment endetté. Bon, je ne sais pas quelle logique économique, dans quelle théorie économique on vous a appris que l'endettement appauvrissait nécessairement. Dans un premier temps, le rythme d'endettement aussi. Et ensuite, comment vous allez faire pour trouver 200 milliards, 200 000 milliards, je veux dire, en 7 ans, sans vous endetter dans notre pays, pour financer tout ce que 200 000 milliards, c'est le chiffre. 200 000 milliards, c'est le chiffre que vous avancez. C'est l'estimation que je fais de ce que vous avez prometté. C'est l'estimation que vous faites. Mais ce que nous disons, permettez-moi, je vais vous dire, je vous ai dit par secteur, nous avons trouvé des poches de financement. Prenons un seul exemple. Parce que nous ferons les états généraux des finances. Oui, ça ne donne pas de l'argent. Si, ça donne de l'argent. Ça donne de l'argent. Bon. Rassurez-vous, ça donne de l'argent. Parce que l'argent qui se perd dans la corruption, c'est de l'argent énorme. Même si l'argent qui est détourné, c'est de l'argent énorme. On prolongera la question présentement. L'argent qui est logé présentement dans des comptes en dollars, en devises, et qui ne parvient pas à revenir, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent des Camerounais. Si vous dites que ce n'est pas de l'argent, ça c'est des généralités. Ce n'est pas des généralités, c'est du réel. Le ministre, ce n'est pas des réalités. Le ministre de la Sécurité sociale, le ministre de la Sécurité sociale, en charge de la Sécurité sociale, était ici la semaine dernière. Il vous a dit ce que veut dire mettre en place, ne serait-ce qu'une sécurité sociale minimale. Vous savez combien ça coûte? Vous avez estimé
secteur informel, secteur rural, vous l'avez estimé. Est-ce que vous avez compris comment nous allons financer l'assurance maladie pour tous les Camerounais? Vous l'avez compris? Justement, je veux savoir, vous allez financer comment? Vous l'avez compris tout à l'heure? Vous allez trouver 5 000 milliards au moins pour un petit panier par an. Ma question c'est, est-ce que vous avez compris comment est-ce que nous allons financer l'assurance maladie? Je peux me répéter. Il répondra. Je peux me répéter. On va poursuivre la discussion. Je peux me répéter. Permettez-moi, monsieur on va revenir le temps que je prenne congé. Permettez-moi de chuter par là pour lui dire. Vous pouvez boire un verre d'eau, vous allez revenir sur la question. Je vous le promets. Le temps de prendre congé de Jean-Baptiste Atemengue lui dit merci de s'être prêté à ce jeu, d'avoir fait ce travail de recherche qui nous a permis d'explorer davantage le programme de société d'espoir Matomba. Ce soir, on vous invitera volontiers à d'autres occasions, surtout Canal 2 est en train de se déployer avec des programmes spéciaux, des reportages spéciaux, des enquêtes spéciales autour de la présidentielle, des programmes, des hommes qui font acte de candidature. On connaîtra la liste définitive des candidats au soir du 8 août prochain. Merci, monsieur Atemengue. Serge Espoir Matomba, je reviens à vous. Alors, vous pouvez répondre à cette question plus calmement, le temps que nous prenions après vous les questions de mes confrères et qu'on clôture ce programme. Justement, j'étais en train d'expliquer à monsieur Atemengue des choses simples. Après les états généraux des finances, nous avons, et là il est allé, je comprends qu'il a lu la partie qui l'intéressait dans le projet. Évidemment, nous ne voulons plus l'endettement. Comment allons-nous résoudre cela? Nous allons prioriser un type de partenariat public-privé au Cameroun. Je vais vous prendre des exemples simples. Pour construire des routes, nous n'allons plus endetter les Camerounais ou endetter l'État du Cameroun. Nous lançons un appel d'offres, c'est un exemple. Et des sociétés vont soumissionner. La société qui remporte le marché, le cahier de charges est dressé par nous. Elle réalise la route et on dit à cette société, dans le cahier de charges, tu vas récupérer ton argent pendant 10 ans ou 20 ans, avec tes intérêts. Et pour récupérer ton argent, tu dresses un poste ou 2 postes de péage. Et dans ces postes de péage, l'État prélève encore 10%. Voyez-vous, nous réussissons non seulement à résoudre 2 problèmes, celui de ne pas endetter le citoyen, mais celui de construire la route et de ne pas être en train de l'entretenir 6 mois plus tard. Parce que la société qui réalise ce projet a intérêt à ce que cette route soit bonne au moins pendant 20 ans pour qu'elle puisse récupérer son argent. Et j'ai pris un autre exemple sur le financement n'est-ce pas, le système sanitaire. En disant l'assurance maladie et le système sanitaire, que dans les billets d'avion, des choses simples, nous allons prélever des taxes qui vont servir à financer. Et il y a un autre secteur qui est très important, c'est le secteur tertiaire. À ce niveau aussi, c'est un niveau où on trouve des financements énormes, des services. C'est pour cette raison que pour véritablement avoir une économie dynamique, il faut avoir des hommes prêts à pouvoir relever le défi. Sylvain Djongo, dernière question. Espoir Matomba, on a très peu parlé du PURS et j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Votre parti dispose de combien de militants? Et maintenant, quel est votre point de vue par rapport à la multitude de candidatures à l'élection actuelle? Est-ce que vous êtes conscient quand même que cet émiettement de l'opposition est en train de favoriser la victoire de Paul Biya qui peut gagner l'élection avec 30% seulement au terme de l'échéance électorale? Écoutez, la multitude des candidatures, si vous voulez, ma lecture n'est pas une mauvaise chose. Elle était prévisible. Parce qu'en réalité, la victoire de Paul Biya. Elle était prévisible parce qu'en réalité, tout était fait pour qu'elle soit ainsi. Même si l'opposition réussissait à présenter, du moins, je ne vais pas parler de toute l'opposition, les acteurs du développement réussissaient à proposer un candidat, on devait toujours avoir une multitude de candidatures. Vous savez, il y a une stratégie derrière cette multitude de candidatures. Rappelez-vous qu'en 2011, lorsque l'élection présidentielle approchait, un slogan a été balancé et qui a été, n'est-ce pas, accompagné par les hommes des médias et par tout le monde, l'ingérence. On disait aux Camerounais, luttons contre l'ingérence. Et la seule personne à pouvoir garantir la stabilité du pays, c'est M. Biya, parce que les Occidentaux veulent déloger M. Biya pour mettre un pion. Ce discours a marché. Les Camerounais se sont retrouvés dans une situation où, en réalité, il n'y avait pas d'ingérence, mais c'était
captiver les Camerounais et les envoyer ailleurs. Et cette fois-ci, comment vous allez faire? Un autre mot est sorti, n'est-ce pas, des obscines, c'est la coalition. On a dit aux gens depuis plus d'1 an, tant que l'opposition ne s'unit pas, elle ne gagnera pas M. Biya. Et comment allez-vous faire? Comment allez-vous donc faire dans les conditions? Et ignorer que même si l'opposition présente un candidat, oui, M. Biya apportera 10 candidats et on va encore démontrer l'incapacité de l'opposition. Et comment allez-vous donc faire pour gagner l'élection? Toutefois, ce que nous faisons présentement et ce que nous avons initié depuis plusieurs mois, c'est que nous travaillons dans la mutualisation des forces avec plusieurs formations politiques. Attention, nous sommes dans un pays où il faut comprendre les enjeux et connaître votre adversaire. Et lorsque vous savez qui vous avez en face, vous vous préparez en conséquence. Vous avez vu il y a quelques jours une liste de certains partis de la majorité qui, dans l'entête de leur déclaration, disent qu'ils sont des partis de l'opposition qui soutiennent M. Biya. Et pourtant, c'est des partis de la majorité. Donc, voyez-vous, si nous nous lancions dans une sorte de coalition et que des acteurs sortaient immédiatement après que mais il y a le SDF, il y a le SDF, rassurez-vous, je vous dis, donc il y a vous redoutez la coalition parce que vous aurez nous ne redoutons pas Jean de Dieu Momo ou Mandakani qui auraient quitté la coalition. Nous ne redoutons pas la coalition. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes en train de travailler. Au moment venu, les Camerounais auront la réponse du travail qui est fait dans la collaboration avec certains candidats et certains partis politiques. Parce que ne croyez pas que le fait d'avoir déposé les candidatures veut tout simplement dire que les acteurs du développement iront, n'est-ce pas, dans ce combat. La question de Bertrand Ona, ce sera la dernière pour cette émission. Matomba, justement, en parlant de coalition, on a vu que depuis de longs mois, vous communiquez abondamment à travers les réseaux sociaux, mais on a été surpris à la dernière minute au moment de déposer le dossier. Vous êtes associé d'un acteur dont le rôle est un peu troublant, qui est inconnu totalement de la scène politique. C'était pour faire quoi? C'est lui qui a donné de l'argent pour déposer votre candidature. Je parle de Jonathan Anti. Expliquez-nous un peu cette alliance de dernière minute au moment d'arriver à Elekam. On retrouve ce personnage qui a annoncé sa candidature, préalablement, mais dans une alliance un peu pas très bien comprise. Expliquez-nous un peu cette affaire-là. C'était pour de l'argent. En 2 minutes, je vais rapidement vous expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez besoin qu'on vous étale ici nos stratégies de prise du pouvoir, mais je vais éviter cela parce qu'en face, nous n'avons pas les enfants de cœur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vous ai dit, nous sommes encore en train de travailler avec plusieurs formations politiques et plusieurs candidats qui ont même déposé les candidatures. Monsieur Jonathan Anti, qui est un président de parti politique, qui a des militants sur tout l'étendue du territoire, a décidé... Et qu'on n'a jamais vu ce parti. Écoutez, je vous concède votre pensée, mais je ne suis pas dans votre pensée, mais a décidé, n'est-ce pas, de soutenir notre candidature et de se mettre au travail avec nous. Et c'est une chose tout à fait normale. Dernière question. Nous avons décidé de poursuivre notre chemin avec lui, entendu sur la question. Comme nous le faisons avec plusieurs. Dernière question. Si vous n'étiez pas élu en octobre prochain, et que celui qui est élu, qui pourrait être Paul Biya ou un autre, vous appelait à un gouvernement d'union nationale, comme on dit chez nous, quelle serait la réaction? Vous serez prêt à intégrer un autre gouvernement que le vôtre? Déjà Paul Biya ne gagnera pas, donc nous ne sommes pas dans une option de gagner ou perdre. Nous avons une seule option pendant ces élections présidentielles, c'est gagner. Merci, merci, et c'est bien entendu. Nous allons recevoir Alain Gisant Kanga pour restituer la synthèse de cette émission, ce qu'on peut retenir d'essentiel dans ce qui a été dit, c'est dans une petite minute. Alain Gisant Kanga, la synthèse en 2 minutes, c'est possible? J'espère y arriver. Bonsoir et bonsoir à Serge Espoir Matomba. Bonsoir, monsieur. Vous êtes candidat investi par le PURS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale à l'élection présidentielle.
Votre programme se décline en 5 points: éducation et excellence, qui définit le nouveau profil du Camerounais, un cadre de santé préventif et éducatif, une sécurité protective, une économie souveraine et un cadre d'emploi pour tous, et le combat des inégalités. Vous ferez les états généraux des finances au lendemain de votre prise de pouvoir. Vous imposerez par exemple des taxes sur les produits manufacturés et des produits domestiques pour réaliser votre projet. Les entreprises auront droit à une exonération de certaines taxes pendant 3 ans si elles emploient un certain nombre de Camerounais. Pour vous, c'est la qualité d'homme qui développe un pays, le PURS, qui est sur un projet à long terme, pense à un Cameroun qui aura 100 millions d'habitants. L'éducation inclusive et l'éducation de la société, pas seulement de l'école. 2000 milliards seront injectés dans l'agriculture. Les réformes que le PURS mettra en place seront dures, mais le peuple doit avoir une explication, et vous envisagez créer 5 millions d'emplois. Pour vous, le Cameroun peut être émergent d'ici 2030 si le programme du peuple uni pour la rénovation sociale est mis en place, bien sûr. Vous pensez réduire le nombre de ministères à 15. Pour vous, il est temps que le Cameroun devienne responsable, tout en sachant que la collaboration avec les pays étrangers se fera avec ses règles. Vous ne comprenez pas comment on peut admettre qu'après 50 ans, on continue d'accepter le Cameroun comme un petit pays. Le Cameroun n'est pas obligé de vendre ses produits à l'Occident. Il peut ravitailler le marché sous-régional. Le Cameroun n'a pas de problème de pouvoir d'achat, mais d'offres. Et vous êtes pour la production de la transformation locale. Pour vous, on devrait même l'imposer. Vous ne serez pas un président manipulé par les puissances occidentales sur la crise anglophone. Vous pensez que c'est la résultante d'un mauvais système éducatif, et l'une des solutions serait le départ de Paul Biya. Et vous, président, vous appellerez toutes les parties à un dialogue. Vous ne vous considérez pas comme un Macron, c'est Macron qui vous a copié, et vous pensez avoir assez d'expérience pour diriger ce pays. Sur la décentralisation, qui pour vous n'est pas appliquée au Cameroun, vous comptez supprimer les postes de délégués du gouvernement, de sous-préfet et de gouverneur. La multitude de candidatures n'est pas une mauvaise chose, et vous pensez que Paul Biya ne gagnera pas l'élection. Je termine rapidement avec vos préférences. Vos parents sont d'origine banane. Vous créez votre première entreprise à l'âge de 17 ans, ceci un peu grâce à votre père. Votre pays vous est cher, et vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire, raison pour laquelle vous êtes revenu au Cameroun. Vous êtes le 4e enfant d'une famille de 8. Vous êtes marié et père d'enfants, vous n'avez pas voulu donner le nombre, et vous aimez les mets traditionnels de toutes les cultures, comme par exemple le cuit, le couscous avec le foléré, le mbongo chobi ou le kepen qui est basé, et vous ne prenez pas d'alcool, uniquement de l'eau. Et Alain Gisant Kanga prononce kepen que base avec un accent particulier, vous comprendrez pourquoi certainement. Merci Serge Espoir Matomba. Oui, il faut dire que c'est un cadre de santé préventif et curatif. Vous avez oublié curatif. Merci. Merci Sylvain Djongo, merci Bertrand Ouna, merci également à Jean-Baptiste Atemenge qui était là. Mesdames, Messieurs, retrouvez juste après nous Anani Rabiembindi et la tribune de l'histoire du port autonome de Douala vous sera racontée dans un instant. Quant à nous, nous nous retrouverons dans 2 semaines pour une nouvelle arène avec un autre candidat à la présidentielle. Bonsoir.